Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Notre invité aujourd'hui est le doyen, toujours en exercice, je précise, de la presse française, avec 86 années de journalisme. Patron de presse, homme de télé et de radio, auteur de théâtre, dialoguiste, écrivain avec 69 livres à son actif, c'est un véritable plaisir et un grand honneur pour moi de recevoir Monsieur Philippe Bouvard. Bonjour Philippe, comment allez-vous ? Bonjour mon cher Frédéric, pas mal, comme un plus que nonagénaire qui n'est pas en possession de toutes ses facultés, sauf que le cerveau est encore, je crois, ce qui fonctionne le mieux. Écoutez, moi je me suis régalé avec votre livre, Le Petit Monde de Don Bouvardeau, c'est votre actualité, et là vraiment je n'ai aucun doute, votre cerveau fonctionne extrêmement bien et votre humour aussi. Je me suis vraiment régalé au long de ce petit, enfin non, c'est pas un petit, tout au long de ce livre de mémoire. Qu'est-ce qui vous a poussé, c'est votre 69e ouvrage, qu'est-ce qui vous a donné envie, Philippe, aujourd'hui, à 93 printemps, de vous livrer et de nous livrer quelques souvenirs et de nous raconter cette décennie de journalisme? Écoutez, d'abord, c'est le fait que mon petit parcours ne serait plus possible aujourd'hui. Donc, c'est à la fois mon histoire et une tranche d'histoire de la presse d'un chapitre qui a été définitivement abandonné. En plus, c'est le parcours et pas trop. Ça s'est pas trop mal passé. Non. D'un garçon qui n'avait pas de relation, pas de fortune, aucun diplôme en dehors du certificat d'études primaires et qui aurait dû rester garçon de course. Ça a été mon job de départ. Et puis finalement, tout s'est arrangé. Tout s'est arrangé parce que l'époque le permettait, parce que les gens étaient aimables, qu'on aidait les jeunes, que la vie était moins compliquée, que parce qu'aussi, Philippe, excusez-moi, parce que vous aviez du talent aussi. Moins élevé. Enfin, c'était encore ce qu'on a appelé la belle époque. C'est Alors, vrai, je Philippe. me suis dit que, à l'usage de gens qui vivent aujourd'hui une époque beaucoup moins agréable, c'est peut-être une tranche de la vie d'autrui qui pourrait les amuser. Lorsqu'on lit votre vie, Philippe, il y a quand même deux choses que vous oubliez, mais ça c'est votre modestie. Vous oubliez de dire que vous avez une volonté farouche, quand même, pour arriver là où vous êtes arrivé. Et puis vous êtes un bosseur, vous êtes un vrai travailleur. C'est quand même des valeurs que tout le monde n'a pas. C'est des qualités qui ne sont pas forcément partagées. Bon, je ne pense pas avoir de qualité exceptionnelle, sauf le courage. Je veux dire, j'ai longtemps travaillé 2 fois plus que la moyenne. Avant que cette moyenne ayant baissé, je travaille 3 fois plus. Philippe, pourquoi ce titre, ce clin d'œil au Don Camillo cher à Fernandel? Pourquoi Le Petit Monde de Don Bouvardeau? Vous aviez une vocation d'ecclésiastique freinée? Vous savez, dans le métier de journaliste que vous exercez comme moi, et quand il prend une forme écrite, il y a 2 composantes. Il y a le texte et il y a le titre. Oui. Et le titre est fait généralement pour donner envie de lire le texte. Alors, j'ai pensé que plutôt que le premier titre envisagé, qui était un peu sérieux, c'était 86 ans de journalisme, puisque j'ai fait mon premier magazine à l'âge de 6 ans. Tout à fait. La paraphrase de ce qui a été un succès quasi mondial, c'est-à-dire Le Petit Monde de Don Camillo, serait plutôt un appel à la lecture ou un appel au lecteur. Alors, votre livre regorge d'anecdotes amusantes ou émouvantes. Et finalement, ce qui est très amusant, c'est que c'est notre vie que l'on voit défiler en découvrant la vôtre. C'est ça qui est très, très étonnant. C'est que, en fait, c'est effectivement toute notre vie. C'est un petit peu
c'est notre petit écran, c'est la télévision de notre enfance que l'on revoit, c'est la radio de notre enfance. Ce qui est très très étonnant et ce qui est très séduisant dans votre livre, c'est que vous ne faites pas que vous raconter, vous nous faites reparcourir notre existence à nous. Oui, c'est une vie bien remplie. Elle était bien remplie par le travail. Et par ces 4 spécialités que j'ai exercées simultanément dans le cadre d'un métier unique qui est le nôtre, le journalisme, c'est-à-dire la presse écrite, la radio, la télévision et les librairies. Ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait un emploi du temps bien chargé. Alors Philippe, je vous rappelle le principe de cette émission. Vous avez eu l'amabilité de nous confier 5 chansons qui ont joué un rôle dans votre vie et nous allons librement nous promener comme ça ensemble au gré de vos préférences musicales. La chanson, elle est entrée quand dans votre vie ? Bon, je suis pas très chanson. En tout cas, aujourd'hui, plus du tout. Parce que ce qu'on appelle les chansons, c'est une absence de mélodie et une absence de texte. Alors, il y a pas de quoi se relever le matin, hein. Mais bon, de temps en temps, il y a des airs. Et puis, attendez, j'ai vécu une époque où il y avait des très grands auteurs de chansons. Des très grands compositeurs aussi. C'était des littéraires, c'était des gens qui auraient mérité de siéger à l'Académie française, mais enfin, leurs textes étaient très courts et puis ils étaient en musique, ce qui n'était pas au programme du Quai Conti. À quel moment vous avez su, Philippe, que les mots, que l'écriture serait le sens de votre vie ? Vous l'avez su quand, ça ? Je sais pas si ma vie a un sens. D'ailleurs, le monde n'a pas de sens, hein. Alors, si ce n'est pas le sens que ça allait être la colonne vertébrale de votre vie, les mots, le partage, le témoignage, l'écriture. Oui, il y a peut-être le partage. Il y a. Écoutez, il y a d'abord, il y a l'ambition de communiquer. Oui. Mais j'aime pas beaucoup ce mot qui est trop sérieux. De partager peut-être alors. Qui est prétentieux. C'est l'ambition de voir, de comprendre et de transmettre. Voir, comprendre, transmettre. La transmission, c'est quelque chose qui a toujours tenu un rôle dans votre vie. La transmission. Oui, mais enfin, c'était parfois la transmission de choses drôles, parfois moins drôles. C'est le fait que je suis un témoin. Pas avec une majuscule, hein, un petit témoin de l'époque, des gens, des réussites et des échecs. Je suis un témoin. Un témoin que nous sommes ravis d'entendre témoigner aujourd'hui à notre micro. J'en reviens à vos chansons, à ces chansons que vous avez eu la gentillesse de choisir et de nous faire écouter ou réécouter. La première est interprétée par l'un de nos plus grands interprètes que malheureusement on n'entend plus beaucoup, ni à la télévision ni à la radio. C'est Philippe Clay. Et de Philippe Clay, vous avez choisi Le Noyé assassiné. Pourquoi cette chanson et pourquoi lui ? Alors, c'est une chanson qu'avait créée Philippe Clay. Oui. J'étais à l'époque un danseur frénétique à la taverne de l'Olympia et il se produisait à l'entracte. Et j'avais apprécié son talent. Quand j'étais loin de lui, n'est-ce pas ? Il était la vedette, j'étais dans le public. Oui. Et puis, quand j'ai été journaliste, je l'ai interviewé. Nous sommes devenus tellement amis que j'ai été le dernier et le seul à l'entendre. Un jour, le téléphone a sonné. Il m'a dit Philippe, c'est Philippe. Alors je savais que c'était Clay. Et il m'a dit je suis venu te dire au revoir parce que je vais mourir avant la fin de la soirée. C'est la première et la dernière fois qu'on m'a fait ce type d'adieu. Je l'ai jamais oublié. C'était un type prodigieux qui était à la fois poète, très grand comédien, bricoleur, qui s'était essayé dans l'astaciculture, c'est-à-dire l'élevage des grenouilles, qui avait bricolé un château moyenâgeux qu'il avait racheté pour une bouchée de pain. Enfin, un personnage de roman comme il n'y en a plus. Donc, première chanson
chanson Le Noyer assassiné. Je vous propose d'écouter tout de suite, on écoute tout de suite Le Noyer assassiné, cette chanson interprétée magistralement par Philippe Clay. C'était Philippe Clay, Le Noyer assassiné, le choix de Philippe Bouvard dans les chansons de ma vie sur Radio J. Philippe, vous savez qui a écrit cette chanson, Le Noyer assassiné ? Non, C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, un certain Charles Aznavour. Ah, c'est Aznavour déjà. Alors c'est une de ses premières. Effectivement, 1952. Et Charles Aznavour n'est pas encore connu comme interprète, mais ses chansons sont déjà chantées. Et cette chanson, effectivement, composée par Florence Véran et écrite par Charles Aznavour. Ça nous amène tout directement au deuxième de votre choix, Philippe, qui est Charles Aznavour. Charles Aznavour qui chante La Mama. Ah oui, alors Aznavour a été mon idole, mon ami. C'est à la fois sur le plan humain, sur le plan artistique. C'était un modèle, un type fabuleux, avec au départ absolument aucun atout. Hein. Au contraire. Un physique ingrat. Il avait juste le nouveau-né que Édith Piaf, dont il était le 3e secrétaire, lui avait offert, sans lui demander la contrepartie habituelle qui se passait dans sa chambre à coucher. Nous pouvons voir que vous n'avez rien perdu de votre mordant, Philippe. Mais cette chanson, La Mama, c'est une chanson, c'est amusant que vous ayez choisi cette chanson. C'est l'une des rares chansons que Aznavour a composée mais n'a pas écrite. L'auteur de cette chanson, c'est Robert Gall, le papa de France Gall. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est une chanson qui m'a ému parce que c'était le passé, l'enfance, et que à l'époque, Aznavour n'était pas encore une grande vedette, non. Mais on sentait qu'il deviendrait. Alors, vous dites de lui, dans votre livre, il est sans doute l'un de ceux que j'ai le plus suivi, interrogé, admiré. Oui. Oui, oh ben oui, il était inépuisable parce que, en dehors de la chanson, ça a été un grand acteur de cinéma. Il a fait des livres et sur les sujets les plus sérieux, il avait toujours des choses intéressantes à dire. C'est un type très intelligent, et puis qu'il avait l'intelligence des personnes déplacées. Hein. Oui. Il avait été obligé de quitter son pays, il avait connu la misère avant de devenir le plus grand, et faire une carrière internationale avec ce physique et avec cette voix. C'est quand même une performance. Vous qui avez révélé beaucoup de jeunes artistes, on ne compte plus les artistes qui ont fait leur première télé chez vous. Je revoyais récemment une image d'archive où on voit Marie-Paul Bell faire sa première télé chez vous à 10 de Der. Vous avez révélé des tas de comiques. Est-ce qu'aujourd'hui, une carrière comme celle d'Aznavour, selon vous, serait possible? Est-ce qu'on laisserait le temps aujourd'hui à un chanteur de se révéler? Bon, je crois pas. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire carrière dans la chanson, puisqu'il n'y a plus de chansons. C'est inaudible et ça n'est pas mémorisable. Alors je me demande, d'ailleurs, les succès de chansons ne sont plus des succès. C'est de temps en temps une espèce je dirais pas de mélopée, parce que ça mérite même pas ce nom, mais un assemblage de notes à peine perceptibles et de mots incompréhensibles. Philippe, nous parlions de transmission tout à l'heure. Vous avez compté comme ça, à la louche, le nombre d'artistes, comiques, chanteurs que vous avez aidés à révéler? Non, mais alors je ne suis pas d'ailleurs fier de les avoir révélés parce que ils auraient fait carrière de toute façon. Dans le meilleur des cas, et je pense au Théâtre de Bouvard, oui, je leur ai fait gagner quelques mois ou 2 ou 3 ans, mais pas plus. Il y en a-t-il certains que vous avez regretté d'avoir laissé passer? Oui, je suis passé parfois à côté de certains talents. Je me souviens que Lucchini était venu auditionner chez moi. Oui.
Et puis je l'ai pris une fois, puis je l'avais trouvé un peu triste, un peu prétentieux, et je l'avais pas réinvité. J'ai eu tort d'ailleurs, mais ça l'a pas empêché de faire carrière. De temps en temps, je me suis pas trompé, parce que quand j'ai présenté quelqu'un au public, le public l'a adopté. Mais il m'est arrivé de passer auprès de talents qui méritaient que je les aide davantage. Nous sommes dans un métier où la reconnaissance n'est pas toujours de mise. Est-ce que ceux que vous avez aidés à révéler vous sont restés fidèles, vous sont toujours vous rendent toujours hommage et vous rendent ce qu'ils vous doivent? La reconnaissance n'est pas un mot qui figure dans mon vocabulaire. D'abord parce que moi je suis reconnaissant à certaines personnes, mais hélas, toutes celles auxquelles j'ai voué ce sentiment ont disparu. Et ensuite, je n'attends pas des gens auxquels j'ai rendu service, mais un service qui était qui faisait partie de mon métier. Je veux dire, je vois pas pourquoi un chanteur remercierait le producteur d'une émission de me l'avoir programmé, puisque il l'a fait pour son plaisir et son bénéfice personnel d'abord. Avant de penser au chanteur, il a pensé à sa carrière, à lui. Non, il faut pas tout mélanger. J'ai fait mon métier et j'ai essayé de le faire en me trompant le moins possible. Mais ça doit quand même vous faire plaisir, même s'ils ne vous doivent rien. Oui, ça doit vous faire plaisir de temps en temps d'entendre un petit mot de remerciement. Alors, je vais vous dire comment le plaisir se matérialisait. Dites-moi. Mais il y a bien des années. C'était quand je passais devant le fronton d'un grand musical et que, en lettres énormes, je voyais le nom d'un artiste que j'avais aidé à ses débuts. Ça, c'était un plaisir. Et à vous entendre le raconter, on voit que ce plaisir est encore bien présent. Quelqu'un dont le nom a brillé, alors vraiment, à tous les frontons de tous les musicals et dans le monde entier, c'est votre choix, Philippe. La Mama, Charles Aznavour, on l'écoute. Charles Aznavour, La Mama, une chanson écrite par Robert Gall et composée par Charles Aznavour, le choix de Philippe Bouvard dans Les chansons de ma vie sur Radio J. Cette chanson de Charles Aznavour, Philippe, m'amène logiquement à évoquer votre maman à vous, Philippe, André Gainsburger, une maman remariée avec votre père adoptif, Jules Lussato, tous deux, votre maman et votre papa d'adoption, de confession juive. Vous savez, j'ai un complexe vis-à-vis de la chanson. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai beaucoup écrit, des textes plus longs, parfois plus difficiles, mais j'étais incapable de faire une chanson. C'était ma prochaine question. Souvent, après un dîner sympa, chez Beko ou chez Henri Salvador, il me disait, viens, on va au piano, on va écrire ensemble une chanson. J'en étais incapable. Vous n'avez pas essayé de le faire à quatre mains, en vous faisant aider justement d'un de vos amis auteurs reconnus qui vous aurait guidé ? Oui, non, mais je crois que je suis plutôt doué pour l'écriture, à condition qu'elle soit simple et qu'elle ne rime pas. À condition qu'elle soit pas poétique. Et qu'elle ne rime pas donc. Je crois que je suis un prosateur, mais je ne suis pas un poète. Et la chanson, c'est une affaire de poésie. Effectivement. Alors, Philippe, nous venons d'écouter La Mama, et cette chanson de Charles Aznavour m'amène logiquement à évoquer votre maman à vous, Philippe, André Gainsburger, une maman qui a été remariée avec votre père adoptif, Jules Lussato, tous deux, votre maman et votre papa d'adoption, de confession juive. Je crois savoir que vous avez vécu des années d'occupation qui n'étaient pas des plus simples. Ah oui. Alors, il faut quand même que je me situe. Je suis, bien que sur la couverture du livre, j'apparaisse en ecclésiastique. Je suis agnostique, athée et profondément anticlérical. Le hasard, mais fait parfois à moitié bien les choses, m'a fait naître d'une mère juive qui avait épousé, et ça c'était une mauvaise idée, un catholique qui est parti 3 jours après ma naissance en emportant tous ses bijoux.
Bon, ma mère ensuite s'est remariée avec un père adoptif qui a été fabuleux avec moi, que j'ai aimé plus qu'un père et qui était également juif. Et tailleur. Et tailleur aussi, il confectionnait des habits, je crois. Alors, ça veut pas dire que j'ai été élevé dans la religion juive. J'ai de temps en temps assisté à des services dans les synagogues qui m'ont paru d'ailleurs d'une meilleure mise en scène que dans les cathédrales. Mais ça, c'était le petit amateur de spectacle qui était déjà en moi et qui jugeait. Mais par la suite, je n'ai pratiqué aucun culte et je n'ai pas été fait juif moi-même au sens rituel du mot. Néanmoins, je suis très marqué par cette filiation. Bien parce que les Juifs sont un peuple à part. J'ai découvert d'ailleurs l'autre jour le chiffre, mais je ne sais pas s'il est exact. C'est un dentiste juif qui m'a dit, savez-vous combien nous sommes au total dans le monde ? J'ai dit non, et il m'a dit, eh bien, nous ne sommes que 15 millions. Étant donné la place que tiennent les Juifs dans les différentes communautés, ça m'a paru très faible. Mais je crois que le chiffre est juste. Je crois que le chiffre est juste. Le chiffre est exact. Alors, vous dites être agnostique, mais vous savez que pour la religion juive, étant né d'une maman juive, vous êtes considéré comme juif. Vous le savez, ça, Philippe ? Oui. Enfin, bon, ce que ça m'a laissé, là, c'est la honte pour ceux qui ont commis la Shoah et le fait que je ne peux pas aujourd'hui envisager une alliance avec l'Allemagne. Je veux dire, tant de millions de morts dans de telles conditions, ça ne s'oubliera jamais. J'entends bien, Philippe. On va reprendre de façon un petit peu plus légère notre chemin enchanté en chanson, avec un artiste qui a toujours eu alors des rapports pour le moins contrastés avec la religion et les religieux, c'est Georges Brassens. Et de Georges Brassens, vous avez choisi de nous faire écouter « Je me suis fait tout petit », une chanson parue en 1956. Pourquoi cette chanson ? Qu'est-ce qui vous touche précisément dans cette chanson-là ? Ah, Brassens, c'est un cas. Hein. Alors, d'abord, c'est un artiste modeste qui vivait dans une chambre que j'ai eu l'honneur de visiter. Oui, parce que vous faites partie des très rares journalistes qu'il avait conviés chez lui. Généralement, il donnait toujours ses interviews. Pas chez lui, chez Jeanne. Chez Jeanne. À laquelle il avait consacré une chanson La Canne de Jeanne. Était sa logeuse, sans doute après avoir été plus proche encore de lui. Oui. Elle n'était pas que logeuse, a priori. Ah Brassens, c'était le génie de la chanson, le génie des textes où il abordait des sujets que les autres paroliers n'avaient jamais traités, mais aussi qui faisait des musiques apparemment simples, mais que les spécialistes trouvaient très complexes, très abouties. C'est un génie pur et jamais remplacé. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va avoir un successeur. Hein. Philippe, vous avez interviewé à peu près toutes les personnalités importantes du siècle dernier. Quels sont ceux qui ont été les plus difficiles à interviewer, à coucher ? Quels ont été les meilleurs clients et les plus mauvais clients ? Oh, des difficiles. Vous savez, il y a deux grandes espèces d'interviewés.
Il y a ceux qui déballent tout, on n'a qu'à appuyer sur le bouton et ça sort. Je crois que j'en fais partie. Vous êtes excellent, Philippe. Il y a les pudiques. Et là, il faut gratter longtemps avant de découvrir la réalité d'un personnage. Alors, il y avait Salvador Dali, qui ne répondait jamais aux questions directement, qui embrayait toujours sur une de ses folies. J'ai gardé aussi le souvenir d'une interview de Marcel Dassault. Oui. Alors Marcel Dassault était à l'époque d'abord un rescapé des camps de la mort. Bien sûr. Et ensuite l'homme le plus riche de France et, disait-on, d'Europe. C'était un avionneur de génie qui avait dessiné lui-même les plus beaux appareils. D'ailleurs, il professait que pour bien voler, un avion devait être beau. Mais c'est pas ça. Alors, je l'avais interviewé longuement pour essayer de cerner la vérité d'un personnage dont la fortune était la principale composante de la légende personnelle. Et il avait nié complètement. Il m'a dit, on parle toujours de mon argent. Mais regardez-moi, je suis comme les autres. Je prends 2 repas par jour et jamais 3. Ma voiture n'a que 4 roues et s'il y a une 5e, c'est la roue de secours. Et puis il m'avait montré son poignet et il avait dit, regardez, je n'ai même pas de montre. Le pauvre. Le pauvre. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez regretté, avec le recul, d'avoir un petit peu taquiné ou brocardé? Moi, je pense à quelqu'un dont vous m'avez dit une fois, on s'était déjà rencontrés, on a eu le bonheur de se rencontrer à quelques reprises, vous m'aviez dit notamment avoir regretté vous être un petit peu moqué de Frédéric François. Racontez-nous ça. C'est qui? Frédéric François. Ah, Frédéric François. Ah oui. Écoutez. Qu'est-ce que vous m'aviez fait rire avec ça? Oh là là, c'est une vieille histoire. Une vieille histoire, qui m'a fait rigoler, puis qui m'a fait parfois un peu honte. Alors, je crois qu'il vit toujours. Bien sûr, il vit toujours, il va très bien. Il vous embrasse. Il a fait une jolie carrière, avec, comme on disait, des tubes. Qui n'étaient pas mes préférés, mais enfin, c'était très populaire, et puis c'était sympathique, c'était le petit émigré italien qui avait réussi dans la chanson française. Alors, je lui avais fait, j'avais imaginé un canular, mais c'était pour une émission de télévision. Tout à fait. J'avais imaginé que, à l'instar de ce qu'il y avait à Hollywood, où il y avait un boulevard, où les principaux artistes laissaient leur empreinte dans le ciment, j'ouvrais dans la banlieue parisienne une petite allée où ceux que les Français étaient censés préférer laisseraient également l'empreinte de leurs pieds. Alors on avait pris rendez-vous, on avait aménagé une plaque de ciment, il avait été prié d'enlever ses chaussures et de mettre les pieds dedans. Et puis, on avait attendu que ça prenne. Et puis, quand ça avait pris, il y a le réalisateur qui avait regardé sa montre et qui avait dit, excusez-nous, mais c'est l'heure du repas et syndicalement, on peut pas continuer à travailler. Et on était tous partis en laissant le pauvre Frédéric François avec les pieds englués dans le plâtre. Et ça vous fait rire. Vous le regrettez un petit peu quand même, ce canular-là? Non, je regrette pas parce que ça me permet de vous le raconter aujourd'hui. Et que les histoires drôles, il n'y en a pas tellement. Effectivement, surtout quand elles sont aussi bien racontées. Philippe, une petite pause musicale. Brassens, je me suis fait tout petit, on l'écoute. Brassens, je me suis fait tout petit, le choix de Philippe Bouvard dans les chansons de ma vie. Philippe, on va continuer notre petite promenade en chansons et évoquer quelqu'un que vous évoquez d'ailleurs
évoquer quelqu'un dont vous parlez avec beaucoup de tendresse dans votre livre, c'est Lynn Renaud. Alors, je vais vous expliquer, parce que peut-être que vous avez été surpris que je choisisse Ma petite folie de Lynn Renaud. Bon, c'est pas le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, mais ça me suggère la coexistence de deux images. Une première image qui date de la jeunesse de Lynn Renaud et de la mienne. Où c'est son mari, Loulou Gasté, qui conduit une voiture. Sur la plateforme arrière d'une camionnette qui est pilotée à l'époque par Loulou Gasté, qui sera à la fois son mari, son impresario et son chauffeur. Et elle a une jupe très très courte, elle a 17 ans et demi, et donc c'est une image en même temps qu'une chanson. Et quelle image j'ai voulu superposer et qui s'est produite 70 ans plus tard, c'est une grande prêtresse de la chanson, mais aussi de l'art dramatique. Bien sûr. Qui est élevée à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, c'est-à-dire la distinction réservée au chef de l'État par le président de la République. Lynn Renaud, en petite tenue, qui chante... Ma petite folie la petite folie. Et 70 ans plus tard, la dame que tout le monde révère, vêtue de noir des pieds à la tête, et qui reçoit la plus haute distinction française. Philippe, l'humour, le rire, ça a toujours été quelque chose que vous avez toujours pratiqué avec beaucoup d'application. Oui, alors, n'étant pas capable de faire rire moi-même, je me suis entouré d'amuseurs. Et d'amuseurs souvent très, très doués. Le principal a été, mais aujourd'hui disparu, mais on a vendu avant-hier à Cannes la petite maison qu'il avait achetée et qui jouxtait le terrain de boules dont il était un joueur passionné. Et alors, il m'avait fait rire, mais dans des conditions incroyables. Un jour, nous étions au restaurant à Paris et il y avait à côté de lui, mais c'était à une table légèrement séparée, une dame qui était venue avec son petit chien. Et au bout d'un moment, le petit chien, attiré par son goût de la chanson ou par des odeurs, était venu sur la braguette de Salvador. Oui, parce qu'il s'agit de Henri Salvador, il faut le préciser. Et la dame s'était confondue en excuses. « Oh, monsieur Salvador, oh, je suis navré. Comment me faire pardonner ?»« Très simple, madame. Prenez la place du chien. » Et je crois aussi, Philippe, qu'un soir, vous amenez votre tante, à un spectacle d'Henri Salvador. Racontez-nous. Ah oui, alors, c'était une vieille tante qui était vraiment pas drôle du tout et très coincée. Mais elle adorait Salvador. Alors je l'avais emmenée. Elle avait bon goût, une première d'Henri. Et puis à l'entracte, elle m'avait dit, j'aimerais bien le connaître. On avait frappé à la porte de la loge. Alors il était en train de se remaquiller. Il s'était même pas retourné. Et je lui dis, Henri, je te présente ma tante. Et il avait dit simplement, elle couche, la vieille. Alors, j'étais catastrophé. Et votre tante, elle en a pensé quoi alors? On sort et je dis à ma tante, oh, écoute, je suis désolé, mais... Elle m'a dit, mais il est très drôle, ton copain. Alors Philippe, d'Henri Salvador, vous avez choisi une petite pépite. Moi, je vous avoue que ce morceau-là, je ne le connaissais pas. C'est Fugue en rire d'Henri Salvador. Un 45 tours où il ne fait
que rire. Et son rire est tellement communicatif qu'à la fin de cette écoute, je vous fais le pari, chers amis auditeurs, que vous serez comme nous, pliés de rire en deux. On l'écoute tout de suite. Fugue en rire d'Henri Salvador. Merci Philippe de nous avoir fait découvrir cette petite pépite. Philippe, on arrive au bout de notre rendez-vous, de notre petit voyage en chanson. Je ne sais comment vous remercier d'avoir fait un petit détour et d'être passé devant le micro de Radio J. Je rappelle votre actualité. Votre actualité, c'est ce livre vraiment, vraiment, vraiment savoureux. Philippe Bouvard, Le petit monde de Don Bouvardeau, aux éditions L'Archipel. Votre actualité, Philippe, c'est aussi le week-end, toujours sur RTL. Le samedi et le dimanche matin, si je ne me trompe pas, toujours sur RTL. Et toujours sur VSD. Et toujours sur VSD aussi, presse écrite et radio. Philippe, une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Et quel est le plus beau cadeau que vous ait fait ce métier ? C'est une très bonne question qui mérite un peu de réflexion, et c'est rare chez moi, parce que je parle d'abord et je réfléchis ensuite. Je crois que le plus beau cadeau, c'est d'avoir des rencontres tête à tête, avec les gens les plus intelligents, les plus doués de mon époque. Ça, c'est un cadeau que je n'ai pas trouvé dans mes chaussures d'enfant, et il m'a fallu exciper de la fonction journalistique et de faire le métier que vous faites si bien, mon cher Frédéric, c'est-à-dire de donner la parole aux gens pour entendre vraiment les plus belles choses de ma vie. Mille merci Philippe, mille merci. En cette période de Nouvel An juif, je vous souhaite une bonne année et comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans. Merci beaucoup Philippe.